Notre modèle agricole et alimentaire est pas loin d'être en échec aujourd'hui. Même avec des engrais, même avec des pesticides, on a des rendements qui plafonnent. Et ben aujourd'hui, on a l'impression que personne ne veut voir ça et ne veut établir la réponse à ce constat-là. Ça fait un moment que je suis éleveur, parce que je me suis installé jeune. J'avais 23 ans. Et donc moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis installé sur la ferme familiale avec mon frère. On est sur une ferme isolée, dans une petite zone du Jura. Nous, sur la ferme, on a 35 vaches laitières. Et quand je dis en fait que je suis producteur de lait à Comté, c'est parce que notre lait, il est livré tous les jours à la coopérative à Comté pour être fabriqué en Comté. Ce qui me plaît toujours dans le métier de paysan, et spécialement sur notre ferme, c'est de maîtriser ce qu'on fait. Nous, on est arrivé à faire le choix et à maîtriser, en fait, de réduire quelque part le nombre d'animaux pour pouvoir avoir toujours un élevage adapté à la capacité de la ferme de produire une alimentation pour l'ensemble du troupeau. Enfin, moi, si je suis paysan, c'est parce que le contact aux animaux est quelque chose qui m'a toujours plu et qui me plaît encore aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est vraiment le cœur de ce métier de paysan, le lien au vivant et en même temps, le lien peut-être aussi au territoire. On se rend compte qu'il y a une perte de sens du métier d'éleveur, de paysan de manière générale, mais d'éleveur en particulier, avec les remises en cause qui peuvent être faites sur l'utilité de l'élevage ou même son facteur aggravant en lien avec le dérèglement climatique, par exemple. Après, il y a une perte également de sens parce qu'on est producteur d'alimentation, mais on n'est pas rémunéré pour ça, en tout cas pas au niveau où on devrait l'être. Et puis dans le même temps, il y a une charge de travail qui va en augmentant. Parce que les fermes s'agrandissent et le nombre de paysans diminue. Et à partir de là, eh ben, mécaniquement, la charge de travail augmente pour ceux qui restent. La première à laquelle on pense forcément, nous, c'est la politique agricole commune, la politique européenne, qui amène les subventions de la PAC et qui donne au-delà des subventions, une direction au monde agricole. Parce que les paysans n'étant pas rémunérés ou pas assez par la vente de leurs produits, un des seuls moyens aujourd'hui de se rémunérer, c'est de toucher des subventions de la PAC. Et à partir de là, si les subventions de la PAC disent on va plutôt orienter nos subventions vers l'agrandissement des fermes, donc vers les hectares, ou alors vers le nombre d'actifs, ça ne donne pas du tout le même paysage agricole derrière. Mais je pense que surtout et avant tout, il y a des décisions politiques qui ne permettent pas aux paysannes et aux paysans de se rémunérer au niveau. C'est en fait de livrer l'alimentation aux différents marchés au travers de la planète. Et le meilleur moyen d'acquérir des parts de marché, c'est d'être le plus compétitif possible, comme on nous rabat les oreilles. Et pour ça, il faut produire à moins cher. Mais le produit en face, le produit de nos ventes, ne monte pas suffisamment. Et il ne monte pas suffisamment parce qu'il y a un refus des politiques néolibérales actuelles, finalement, de maîtriser les volumes, de réguler les marchés. Mais le marché, il ne régule pas le revenu des paysans, il régule juste leur nombre. Et il le régule à la baisse en permanence. Et c'est pour ça que les paysannes et les paysans disparaissent. Les éleveurs ou les paysans qui sont dans ces mécaniques-là, j'ai pas envie de les juger. J'ai pas envie de même les culpabiliser. Je pense que la plupart sont pris au piège des politiques publiques qu'on leur a écrites et qui ont été façonnées depuis des années. Surtout quand les chambres d'agriculture, quand tous les conseils qui tournent autour de l'agriculteur sont là pour expliquer que non, la solution c'est
de produire plus, c'est d'acheter un plus gros tracteur, c'est d'utiliser des pesticides, c'est d'utiliser des engrais, et c'est le syndrome de l'agriculture industrielle. En fait, pour nous, elle n'est pas compatible avec une autre agriculture, elle n'est pas compatible avec l'agriculture paysanne, elle est même prédatrice de cette agriculture-là, parce qu'elle accapare les subventions de la PAC, elle accapare les volumes de production, là en l'occurrence le lait, elle accapare le foncier, donc elle ne permet pas l'installation d'autres paysannes et paysans. Encore plus maintenant avec la guerre en Ukraine où on nous explique qu'il va falloir produire plus pour nourrir la planète, etc. C'est des discours qu'on entendait beaucoup moins auparavant, qui reviennent dans les discours à la fois de quelques syndicalistes agricoles et à la fois dans la bouche des politiques. Mais en tout cas, les politiques publiques, notamment européennes, n'ont pas changé de direction depuis les années 90, où elles ont pris un tournant important en poussant à faire baisser les prix des matières premières agricoles pour les rendre accessibles à l'ensemble de la population. C'est vrai qu'avec à la fois la guerre en Ukraine et à la fois le dérèglement climatique qui s'intensifie, je ne suis pas sûr du tout que ce modèle-là ait beaucoup d'avenir. Le modèle qu'on a actuellement en agriculture. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décision politique pour arriver à l'orienter autrement. Et aujourd'hui, il paraît difficile, en tout cas pour la majorité du monde agricole, de marcher, j'allais dire, à part de ces orientations politiques. Certains le font, on essaye. Toutes celles et ceux qui travaillent sur du circuit court, sur de la transformation à la ferme, sur de la vente directe, sur même de l'agriculture biologique. Mais le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que ces différentes alternatives, parce qu'elles ne sont aujourd'hui que des alternatives, ne sont pas suffisantes pour permettre de devenir dominantes et de renverser le système intensif et productiviste actuel. On est toujours dans une logique, il va falloir produire plus par actif, on va avoir moins de paysans, donc il va falloir produire plus. Il n'y a pas une volonté de se dire, on pourrait peut-être installer plus de paysannes et de paysans et revoir un peu nos fondamentaux. On va développer des OGM, parce que soi-disant, c'est ça qui va nous permettre d'être plus résilients demain. On va développer de la robotique, de la génétique pour arriver à être plus performants. Et guerre en Ukraine, on va produire plus ici, parce qu'il va falloir produire pour ceux qui sont dépendants d'une agriculture qui auparavant arrivait d'Ukraine ou de Russie. Sauf que c'est des vues à très courte échelle qui ne prennent pas du tout en compte le fait que nos modèles aujourd'hui ne savent plus produire plus, même avec des engrais, même avec des pesticides, on a des rendements qui plafonnent. On a des prix de l'alimentation qui sont de moins en moins adaptés à l'évolution monétaire de nos sociétés, de nos populations. Alors je ne sais pas combien de temps ça va encore durer, parce qu'en effet, les signaux qu'on a depuis plusieurs années, si on revient encore un peu en arrière, il y a eu le Covid, première crise, sanitaire, qui a affecté nos vies, qui a interpellé sur la difficulté de résilience de notre agriculture. Parce que quand les frontières se ferment, comment est-ce qu'on fait ? Eh ben, on est obligé d'aller se nourrir au plus près. Donc cet enjeu de relocalisation a quand même pris de l'ampleur, j'allais dire, au moment du Covid, au moment du premier confinement notamment. C'est pas mal redescendu ensuite, mais ça a interpellé beaucoup de monde. Et là, les deux, à la fois le dérèglement climatique et à la fois la guerre en Ukraine, font faire un peu tilt à certaines et certains sur nos modèles qui ne sont pas suffisamment résilients et qui vont se retrouver à un moment donné dans le mur et qui ne vont pouvoir ni produire en quantité ni en qualité, ni produire durablement, ni produire en réponse à la demande alimentaire de nos sociétés. Et bien aujourd'hui, on a l'impression que personne ne veut voir ça et ne veut établir la réponse à ce constat-là. Moi déjà, je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Si on est motivé à vouloir être éleveur ou éleveuse, il faut s'en donner les moyens. Pour s'en donner les moyens, il faut bien choisir, son mode d'installation. Il faut, à mon sens, essayer de trouver un système dans lequel on est à l'aise, ne pas se laisser guider ses choix par les différents conseils qui tournent autour de nous, mais bien réfléchir ce choix en fonction de ce qui nous donne envie, de ce qui nous attire vers le métier de paysan et vers le métier d'éleveur. Et ensuite, c'est de pas hésiter à s'entourer de conseils de paysannes et de paysans déjà en place
qui ont pu, sur leur élevage, sur leur ferme, expérimenter différentes méthodes et arriver à s'en sortir, parce que il ne faut pas se voiler la face non plus. Il y a une partie de l'élevage qui est très en difficulté et qui va continuer à l'être avec les politiques publiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Mais il y a une partie qui ont aussi fait des choix qui leur permettent d'avoir les coudées un petit peu plus franches et puis d'être dans des situations où à la fois le temps de travail, à la fois la rémunération et à la fois le sens du métier sont au niveau où ils le souhaitaient. Donc moi, je pense que si on veut s'installer paysannes et paysans, il ne faut pas reculer devant les difficultés qui sont importantes, mais il faut plutôt essayer de s'y préparer et d'attaquer ça de front en se confrontant à celles et ceux qui arrivent encore aujourd'hui.